Madame, Monsieur, bonsoir. Hydrogène vert, quel positionnement du Maroc sur ce marché d'avenir? Pionnier dans le développement des énergies vertes en Afrique, le Maroc, comme le reste des acteurs dans le cercle très fermé de l'hydrogène vert, est confronté à des défis d'ordre technique, économique et écologique. Tandis que certains y voient une solution d'avenir pour la décarbonation, d'autres appellent à la prudence et peuvent même remettre en question le coût, l'efficacité et les impacts environnementaux potentiels. Donc, quand il s'agit d'hydrogène vert, des questions s'imposent. Quels sont aujourd'hui au Maroc les acquis en termes de production d'hydrogène vert? Comment accélérer le renouvelable pour préparer le terrain au développement de l'hydrogène vert? Pour un pays qui souffre de stress hydrique structurel, quelle synergie est possible entre producteurs d'énergie verte, industriels d'hydrogène vert et une station de dessalement d'eau de mer? Quel cadre réglementaire et ou administratif idéal pour alléger les process d'investissement? Enfin, et c'est le nerf de la guerre, quelle est la formule pour une molécule compétitive et exportable? Pour répondre à ces questions, je reçois ce soir deux experts. D'abord, le directeur de l'IRESEN, de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, Samir Rachidi, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'accepter notre invitation et de répondre surtout à nos questions. Nous avons également le plaisir d'accueillir le président du cluster Green Hydrogène Vert, donc Green Hydrogène, pardon, Mohamed Yahya Znebar. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Khadija Hassan et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors messieurs, la production d'hydrogène vert à partir du mix électrique disponible au réseau national est-elle plus attractive à l'heure actuelle? Bon, alors je vais me lancer. Alors effectivement, le Maroc a été détecté comme un des pays ayant les ressources en énergie renouvelable les plus compétitives, parmi les plus compétitives au monde. On estime que sur les 5 ou 7 pays compétitifs, le Maroc est dans ce top 5 ou top 7, tout dépend, et donc avec des coûts d'énergie renouvelable extrêmement bas et qui appelleraient à s'améliorer parce que effectivement le coût de l'hydrogène sera nécessairement un enjeu et plus le coût de l'énergie renouvelable qui représente une part extrêmement importante dans le coût de l'hydrogène puisqu'on parle aux alentours de 60%, 65% du coût. Donc l'enjeu est sur cette partie-là. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver aujourd'hui à faire un rendement électrolytique au niveau de l'électrolyse plus élevé que ce qui existe aujourd'hui, de manière à ce que l'électricité que nous injectons dans un électrolyseur donne plus d'hydrogène que ce qui est aujourd'hui prévu dans les électrolyseurs actuels. Alors, actuels dans le monde. Dans le monde, oui, dans le monde. De toute manière, je pense que sur ce plan-là, tout le monde saute dans le train. Il n'y a réellement personne qui est en avance sur l'autre, sauf ceux, effectivement, qui ont construit des électrolyseurs. Bon, ils ont quelques avances. Et ceux notamment les Chinois. Les Chinois, et qui ont aussi qui ont la maîtrise de la fabrication des équipements pour les énergies renouvelables. Mais nous avons, à mon avis, notre mot à dire. On en parlera peut-être plus tard dans notre entretien. C'est cette volonté du Maroc d'avoir un local content, une intégration industrielle qui va réellement pouvoir non seulement avoir un impact socio-économique important sur l'économie marocaine, mais surtout, puisque l'expérience de l'automobile et de l'aéronautique a bien montré que nous pouvons être très compétitifs en termes industriels. Alors, comment être plus compétitif, Samir Rachidi, en termes d'abord d'énergie renouvelable? Est-ce que vous pensez que cette feuille de route de l'hydrogène vert va donner un coup d'accélérateur à une stratégie qui a été lancée grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui a été vraiment précurseur dans la région de l'énergie renouvelable, mais qui va donner un nouveau souffle à cette stratégie d'énergie renouvelable, parce que sans celle-ci et sans une vitesse de croisière assez bonne de celle-ci, on ne peut pas aspirer à développer davantage l'hydrogène vert. Et effectivement, je pense sincèrement que ce paradigme de l'hydrogène vert va nous donner une nouvelle dimension. Parce que jusqu'à récemment, jusqu'avant
l'annonce de ces projets d'hydrogène vert, on parlait de quelques dizaines de mégawatts, quelques centaines de mégawatts par projet. Donc là, sur les 40 projets qui sont présentés à l'offre Maroc, je ne connais pas le détail, mais je suis sûr que l'unité, on va dire, élémentaire de ces projets-là, c'est le gigawatt. On est déjà à 10 fois, voire 100 fois l'ordre de grandeur des projets, on va dire, classiques et traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Donc 10 fois, 100 fois la taille, ça veut dire que c'est 10 fois, 100 fois l'investissement. Le capital humain, les infrastructures. Donc c'est une cascade on va dire, positif en termes d'impact socio-économique. Et là-dessus, j'aimerais bien rappeler un raccourci mnémotechnique par rapport à ça pour envisager un petit peu l'impact. Donc 1 million de tonnes d'hydrogène vert, c'est à peu près 10 gigawatts de capacité d'électrolyse, c'est à peu près 20 gigawatts de capacité de renouvelable et c'est à peu près 30 milliards d'investissement. Donc 1, 10, 20, 30. C'est un peu le résumé. Et du coup, quand on parle de ne serait-ce que le besoin européen, par exemple, à 2030, il est quantifié à peu près à 40 millions, enfin à 20 millions de tonnes. Donc c'est 600 milliards de dollars. Si on a un petit pourcentage dans ce marché-là, ne serait-ce que 5% ou 10%, c'est énorme en termes on va dire de trading, de commerce. Mais comme l'a dit Cézanne avant moi, c'est d'abord tout l'impact qu'on peut avoir sur une Avant de parler intégration. d'impact, il faut un cadre, Oui. c'est-à-dire un cadre réglementaire, nous allons y venir dans quelques instants, mais un cadre aussi d'énergie renouvelable. Parce que pour produire on peut produire de l'hydrogène avec des énergies fossiles. Oui. Mais l'idée, c'est de produire de l'hydrogène vert. Est-ce que vous pensez que grâce à cette offre Maroc, eh bien, on pourra aussi accélérer davantage notre offre d'énergie renouvelable? Bien sûr, parce que le potentiel en énergie renouvelable, que ce soit en éolien ou en solaire, il est immense. Et cette abondance, enfin, la baisse du coût vient aussi de l'abondance de la ressource en soi, d'abord, et aussi la baisse des coûts de la technologie éolienne et solaire. Donc foncièrement, on n'a pas encore eu d'appel d'offres qui a eu un record mondial plus bas que ce qu'on a vu ailleurs, mais des pays avec des géographies et des conditions similaires telles que l'Arabie Saoudite ou enfin, au Moyen-Orient en général, on arrive à 1 centime, 1 centime et demi, 1 centime point 8 de dollars le kilowattheure, ce qui est énorme. Et tous les modèles économiques prédisent que pour avoir un $2 par kilogramme d'hydrogène, qui est un petit peu la parité avec le gaz naturel, l'hydrogène gris produit par le gaz naturel, il faut baisser des 2 centimes de dollars le kilowattheure électrique. Donc techniquement, théoriquement et aussi réalistiquement par rapport à la ressource et aussi à l'état actuel de l'énergie, de la technologie éolienne et solaire, on peut être sûr d'avoir un kilowattheure très compétitif en deçà des 2 centimes de dollars le kilowattheure. Alors, pour parler de la compétitivité de manière holistique, donc on parle du coût de l'énergie, donc que vous dites qui est très compétitif pour le Maroc. Qu'en est-il des autres facteurs qui puissent influencer cette compétitivité, notamment l'alimentation d'électricité par les producteurs d'électricité indépendants? Alors, qui pourraient finalement peut-être initier d'autres investissements et encourager d'autres investisseurs à investir dans ce secteur de l'hydrogène. Alors, vous savez, je reprends un peu sur cette histoire de coût de l'énergie électrique renouvelable. C'est la base. Oui, hein. Oui. C'est la base. Plus on sera en dessous de 2 centimes, même je dirais de 1,7 centimes de dollars, mieux c'est. Par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui en termes d'appel d'offres pour les énergies renouvelables, les quantités sont finalement trop faibles par rapport au gigantisme de ce qui va se faire dans l'hydrogène. Fatalement, les prix de sortie ne seront pas les mêmes. Donc on va aller vers des prix au Maroc
d'énergie beaucoup plus bas que ce qui s'est fait aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. Ça veut dire qu'il y aura d'autres acteurs aussi, avant de parler des facteurs, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres acteurs qui seront spécialisés que dans la production d'énergie renouvelable pour cet hydrogène vert. Parce que l'industriel en hydrogène vert, ce n'est pas lui qui va produire sa propre énergie. En tout cas, il n'est pas obligé. Je vais vous dire, et je le répète tout le temps, produire de l'hydrogène en lui-même, ce n'est pas une finalité en soi. Nous ne cherchons pas, nous au Maroc, simplement à faire de l'hydrogène vert. Nous voulons que cet hydrogène vert servent à quelque chose sur le plan économique. Oui, mais il faut que justement, si cette énergie est produite, qu'elle puisse être injectée dans le réseau sans pour autant être raccordée au réseau national. Oui, alors, vous avez plusieurs schémas. Vous avez un schéma où, dans une région précise, vous avez un certain nombre d'acteurs qui vont venir produire de l'hydrogène vert. Ils ne vont pas s'amuser à dire « je vais faire le port », je vais faire le dessalement, je vais faire les énergies renouvelables, et je vais électrolyser, je vais fabriquer de l'hydrogène. Ça ne sera pas possible. Je vais transporter. Voilà. Tout ça, parce que quelle est la chaîne? C'est énergie renouvelable, eau, dessalement d'eau, de l'eau, électrolyse, stockage, transport et utilisation. Alors, utilisation, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être une utilisation directe, ça peut être aussi une transformation en méthanol, en ammoniac. Et donc, c'est toute cette chaîne-là qu'il faut savoir chez nous décortiquer et travailler de la manière la plus optimale possible. La feuille de route répond à cela? La feuille de route répond. Et je pense qu'il y a un élément important, nous ne pouvons pas le faire tout seul, en tant que Marocains. Ça, c'est une évidence. Oui. Le partenariat international est essentiel. Ce partenariat, il n'est pas simplement financier, c'est un partenariat aussi technologique, parce que si au Maroc, nous possédons quelques parties des maillons de la chaîne de valeur industrielle de l'hydrogène, beaucoup nous échappent. Et donc cette interaction avec l'international est extrêmement importante. Et je reprendrai à ce niveau-là une phrase que j'ai entendu un ministre dire lors d'une rencontre à laquelle j'ai eu le privilège d'assister, qui disait « Le Maroc doit devenir un connecting country », c'est-à-dire un pays connecteur. Et donc là, nous allons jouer tout notre rôle. Et plus on va avoir du volume, plus ce volume va impliquer une baisse des coûts. Et surtout, plus ce volume sera important, plus ça nous encouragera, nous, à travers notre industrie, de pouvoir développer des choses locales. Est-ce qu'on peut développer des choses locales sans un cadre réglementaire adéquat? Je vais venir au cadre réglementaire. Et justement, par rapport à cette question de producteurs d'électricité indépendants, parce que c'est là où le bas blesse, si je suis un industriel et que, contrairement à ce que vous avez tout à l'heure évoqué, eh ben, je décide de regrouper plusieurs chaînons de cette chaîne de valeur dans mon activité. Il n'y a pas de limitation. Mais il peut y avoir une limitation réglementaire. Non, il n'y a pas de limitation réglementaire, il n'y a pas de contrainte réglementaire à ce niveau-là. Les contraintes réglementaires sont ailleurs dans l'hydrogène. Elles sont dans la réglementation pour la manipulation, pour la production d'hydrogène, pour la manipulation, pour son transport et son stockage. Là, il y a des réglementations à mettre en place. Mais les réglementations qui existent aujourd'hui pour les énergies renouvelables sont quasiment faites et existent, et il n'y a pas de contraintes particulières, de mon point de vue, sur la possibilité d'être producteur d'hydrogène, mais d'avoir son voisin qui est sur la même région, qui lui va s'occuper de fabriquer et de dessaler de l'eau, l'autre qui va lui apporter les énergies renouvelables, etc., etc. Donc, à mon avis, il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là sur le plan réglementaire. Je crois que les textes ont été mis en place et sont relativement suffisants pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, même celle de la production, de l'autoproduction. Même celle de l'autoproduction. Samer Rachidi, et il n'y a pas d'autoproduction, à mon avis, sur l'hydrogène parce que ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Vous
je vois que vous vous acquiescez, donc ça se voit que vous êtes donc d'accord avec ce qu'avance M. Znebel. Est-ce qu'il y a une synergie possible entre tous ces maillons, entre entreprises qui produisent de l'énergie renouvelable, un industriel de l'hydrogène vert, le transporteur et le dessalement, et vice-versa? Bien sûr, c'est pour ça qu'un organisme comme le cluster existe, c'est justement pour aligner les planètes. Comme vous le dites, c'est des métiers qui sont hétérogènes. Il y a de l'électricité, c'est une physique à part, c'est une ingénierie à part, qui doit être branchée à de l'hydraulique, du dessalement, qui doit être branchée à de la chimie et du stockage, etc. Donc c'est très compliqué, il faut absolument avoir un alignement technique et aussi institutionnel entre les entreprises ou les groupements qui le font. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup de projets concrètement aujourd'hui qui sortent de terre. Ça reste toujours dans le cadre de projets de démonstration. Le plus grand projet d'électrolyse existant aujourd'hui ne dépasse pas 20 mégawatts. Donc c'est très petit, c'est produit généralement par un ou deux entreprises qui sont en consortium, voire 3, voire un petit peu plus. Et c'est pour ça que c'est un grand défi que d'aligner un petit peu les visions des différents métiers autour d'un projet. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Quand on parle de dessalement et quand on sait les besoins, enfin pour les citoyens marocains qui nous regardent, ils savent qu'aujourd'hui nous manquons terriblement d'eau. C'est un problème structurel aujourd'hui dans notre pays. Qui dit structurel dit qu'il s'installe dans la durée. Est-ce que ce genre de projet ne risque pas d'impacter à un stress hydrique déjà existant, Samir Rachidi, pour les personnes qui se posent ou qui peuvent peut-être avoir des appréhensions vis-à-vis d'une technologie très gourmande en eau? Bien sûr, c'est une question très légitime qu'on s'était posée il y a 5 ou 6 ans quand on a commencé les premières études préliminaires avant de sortir la feuille de route de l'hydrogène vert à l'époque. Je me rappelle de ces discussions en 2019 avec des collègues. Et effectivement, la question de l'eau est existentielle, sans jeu de mots. Et du coup, sur la partie eau, donc on recommandait dans cette feuille de route, et on recommande toujours de ne pas avoir recours à de l'eau potable de la nappe phréatique ou de l'eau superficielle, mais principalement du dessalement. Et sur le dessalement, il faut savoir que le coût de dessalement, dans le coût de l'hydrogène, il est inférieur à 1%. Pour chaque kilogramme d'hydrogène dessalé, il nous faut à peu près une dizaine de litres d'eau dessalée, et le coût, il est vraiment très bas. Donc, au contraire, nous, ce que nous recommandons pour les projets à venir, c'est de mutualiser cette partie dessalement, de la surdimensionner éventuellement, étant donné le coût marginal très faible, et en faire une conséquence et un impact socio-économique important pour avoir de la culture vivrière nourricière pour les collectivités locales, mais aussi peut-être avoir une agriculture exportatrice également. Si vous permettez, je vais juste compléter ce qu'a dit Samir Rachidi. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, pour produire 1 kilo d'hydrogène, il faut entre 10 et 12 litres d'eau. Chimiquement, il faut 9. Hein, mais en tenant compte des pertes et de l'efficacité de la transformation, il en faut à peu près, allez, je dirais en moyenne 12. La consommation, c'est juste des chiffres pour qu'on ait un peu les choses, les idées en place. Vous avez la consommation mondiale d'eau potable, y compris l'industrie, l'agriculture et le domestique, c'est 4 000 à 5 000 milliards de mètres cubes annuellement. 70% c'est l'agriculture, 20% c'est l'industrie et 10% c'est le domestique. Si nous nous basons sur la production actuelle aujourd'hui de l'hydrogène qui existe aujourd'hui, c'est 95 millions de tonnes, dont seul 1 million de tonnes est de provenance verte. Nous allons consommer 1,2 à 1,3 milliards de mètres cubes d'eau dessalée. Ça veut dire que c'est 0,03% par rapport à la consommation. Donc l'eau n'est pas un problème. Ce n'est pas le dessalement de l'eau
permet, L'eau dessalée, oui, voilà, voilà. permet d'aller vers cette technologie sans mettre en danger ni l'eau potable, ni l'eau pour l'agriculture. Le choix des technologies, donc on le disait tout à l'heure, la Chine contrôle beaucoup. Ils sont très très en avance, 50% de la capacité installée d'électrolyseurs qui produisent donc du H2 ou de l'hydrogène vert dans le monde. Quelle est notre stratégie vis-à-vis du choix de nos partenaires? Là, je pense qu'il y a aussi les leçons du passé qui commencent à décompter. Et je pense que le choix qui a été fait dans le cadre de l'OFF Maroc, c'est éviter en tout cas une implication technologique et industrielle de l'acteur public. Et comme ce que souhaite aussi le ministère de tutelle, en particulier l'énergie, c'est vraiment le privé qui doit porter ça. Bien sûr, accompagné par le public pour dérisquer les investissements, mais sur la partie technologique et industrielle, il y a eu un choix qui est fait de manière consciente, je pense, de soulever ce fardeau sur le dos de l'institutionnel et du public. Et du coup, dans le cadre de l'OFF Maroc, mais aussi dans le cadre aussi du plan du renouvelable des 52% de renouvelables d'ici 2030, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le privé pour le faire. Donc sur la partie renouvelable, on a une technologie qui est très mature, que ce soit le solaire ou l'éolien. Donc c'est des technologies qui comptent quelques cinquantaines, soixantaines, voire un peu plus, centaines de gigawatts d'additionnalité par an, de capacité additionnelle. Donc c'est des technologies très très matures. Sur le choix technologique pour le maillon central qui n'est pas encore mature, qui est l'électrolyse, il y a plusieurs filières, plus ou moins matures. Sur lesquelles il y a des technologies qui se positionnent on va dire en conquérant au premier lieu sur les plus grands projets comme celui de Neom par exemple, où on sait qu'il y avait un choix pour les 2 gigawatts de Neom sur l'alcalin qui est une sous-technologie d'électrolyseur. On attend aussi de voir l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt issu par Innovex pour le Hydrogile pour le projet du groupe OCP au Maroc, parce qu'on a aussi un 2 gigawatts d'électrolyse au Maroc qui vient d'être lancé pour consultation. On attend de voir, mais je dis c'est un sujet de préoccupation moindre pour l'instant pour l'acteur public. Quelle pourrait être la seule vraie incitation pour investir au Maroc, pour les investisseurs, pour développer ce type de projet, en sachant que dans les pays du Golfe, vous avez parlé de Neom en Arabie Saoudite à l'instant, au Royaume-Uni, en Norvège, eh bien l'État intervient, il y a des subventions. Mais quel serait le moyen, l'incitation ultime pour ces investisseurs? Je dirais pour le Maroc, c'est d'abord le positionnement stratégique. Je sais qu'en regardant le globe terrestre, c'est une sphère et on peut trouver des symétries partout et sur une sphère, tout pays peut devenir le centre du monde. Mais nous concernant en tout cas, nous avons un client qui est très proche, qui est le partenaire européen. Du coup, vous estimez que les installations devraient être où géographiquement pour être les plus compétitives possibles? Où le coût sera le moins cher. Et je pense que, étant donné le potentiel renouvelable du Maroc, on peut avoir de manière très sûre, il y a des études qui l'ont montré, des travaux de recherche et peut-être aussi des projets de démonstration qui vont le démontrer par l'appui de la donnée, que le coût du kilogramme de l'hydrogène marocain sera très compétitif. Et du coup, par rapport à la proximité d'un marché très connexe, qui est le marché européen, on pourra livrer un hydrogène vert à quai, à l'export, au port d'arrivée, de manière très compétitive également. Donc, que ce soit au sud, dans les provinces du sud, à l'est. Exactement. Dans un premier temps, tout le transport se fera par bateau, par manque d'infrastructure, qui est un sujet aussi clé, qu'il faudra aussi gérer avec des partenaires européens aussi. Privé. Quand on parle de pipeline, privé, public. On parle d'Espagne, Portugal, France, etc. Donc, il faut aussi aligner des agendas politiques et géopolitiques. C'est un sujet qui est très présent sur l'hydrogène, la géopolitique. Mais aussi, dans un premier temps, les premières livraisons se feront par bateau. Quand vers C'est la question à $1 million. Et c'est la dernière question, parce que le temps de l'émission est terminé. Quand pourrons-nous exporter des molécules vers l'Europe, par exemple?
Avec un optimisme un peu rationnel. Je connais votre réalisme aussi, c'est Samir Rachid. Je dirais peut-être entre 2028 et 2030, peut-être, pour les premières livraisons, Inch'Allah. En tout cas pour une partie, notamment les dérivés, qui est le projet de l'OCP pour l'ammoniac. Donc, assez rapidement, on pourra y aller. Je pense que les enjeux pour nous sont tellement importants qu'on a intérêt à aller vite, mais en même temps doucement. Prudence. Voilà. Donc, beaucoup de possibilités, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs étrangers. Je reviendrai juste sur ces problèmes de financement où l'État ne donnera pas de subventions. Ça, c'est une certitude. D'abord, nous n'avons pas les moyens. Par contre, il faut que le privé commence à jouer son rôle, et notamment les fonds d'investissement les banques aussi. Alors, les banques, mais les banques, ça dépasse aussi les banques. Parce que, je vais vous dire, madame, quand on regarde les projets de production d'hydrogène, c'est des milliards de dollars. Ni nos banques, ni nos investisseurs privés n'ont la capacité de financer ce genre de choses. Par contre, et je finis par ça, l'écosystème industriel, c'est-à-dire toute la chaîne industrielle qui est derrière, pour le stockage, pour les composants d'équipement, etc., là, il y a quelque chose à jouer, et c'est là où les fonds d'investissement, et c'est là où les banques devraient jouer leur rôle. Et c'est là où les industriels aussi, le secteur privé doit jouer son rôle aussi. Et c'est créateur de richesse et créateur d'emplois. Les impacts socio-économiques que vous évoquiez en tout début de cette émission, c'est un sujet très passionnant qui mériterait des heures de débat, mais malheureusement, nous n'en disposons plus de temps. Mais en tout cas, ce serait un plaisir renouvelé de vous accueillir pour en parler une nouvelle fois, messieurs. Je rappelle aussi le Power to X. La semaine prochaine, Inch'Allah, le 8 et le 9 à Marrakech. Le 8 et le 9 octobre. Merci beaucoup, messieurs. Merci Samir Rachidi, qui est donc à la tête de cet institut de recherche, l'IRESEN. Et merci à vous également, merci, madame. Monsieur Mohamed Yahya Znibard, président du cluster Hydrogène Vert. Merci d'avoir animé ce débat et enrichi cette discussion autour d'un sujet d'actualité, un sujet d'avenir surtout. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Merci.